Non mais attends, le gars a peut-être géré un événement ouf, genre Woodstock. Ah salut, viens installe-toi, on parlait de film. T'as déjà vu Roadhouse? C'est un film de castagne Avec Patrick Swayze. réalisé par Roddy Harrington qui a scénarisé Piège en eau trouble et qui a réalisé Gladiateur. Non, pas ce Gladiateur. Ce Gladiateur-là. What goes on in that ring is a human cockfight. Si ça t'a donné envie de voir le film, ben... bienvenue. L'élément perturbateur, c'est lui, Frank Tigman, et il est joué par Kevin Tigg. Tigman, j'aime quand c'est logique. Il vient de loin avec ses beaux amis du Texas pour une seule raison, le recruter, lui. Parce que c'est le meilleur videur. Ouais, c'est là que le film se barre en couille en fait. Parce que je veux bien accepter qu'il y a un monde où un champion du UFC est reconnu, qu'il y a une temporalité où Patrick Swayze est réputé, et que même il peut y avoir un bar routier qui est renommé. Mais le videur, c'est le gars que t'as envie d'oublier en fait. Ça se passe aux États-Unis, admettons. Bref, on perd pas de temps, on va voir comment il est trop balèze. Messieurs, il est temps que vous alliez vous coucher. Dehors. On va pas passer les fêtes ici. Grouille-toi. Mais tu te dégonfles quoi. Et c'est ça qui est trop cool, regarde, il s'est pas battu. Le gars, pourquoi se battre quand on peut amener les gens à l'extérieur facilement? C'est trop cool. LOL, le meilleur. Il s'est fait blesser et en plus il était accompagné de plein de gars juste pour sortir deux pauvres types. C'est lui le héros de l'histoire. Waouh. Bah ouais, moi j'aime bien qu'ils soient nombreux, ils forment genre comme une armée. Et en plus c'est cool qu'ils soient blessés, ça le rend plus humain. Et regarde, il se recoue comme dans Rocky. Rambo? Merci. Je suis propriétaire d'une boîte près de Kansas City, le Double Deuce. Je veux le meilleur. Je veux 5000 $ d'entrée de jeu plus 500 par nuit cash et c'est à vous de payer les frais médicaux. Ça me semble honnête. Bien, bonne valeur, le héros n'est pas du tout intéressé. Hein. C'est l'appel de l'aventure. Il part et il laisse rien derrière lui. Il laisse même sa voiture de fonction et part dans son autre voiture flambant neuve à faire rêver tous les tuneurs vosgiens des années 80. Arrivé là-bas, il constate l'ampleur des dégâts. En fait, la plupart du personnel ne se sent plus concernés par ce qui se passe dans le bar. Il y a une serveuse qui passe de la drogue, il y a Morgan qui casse la gueule aux gens, un peu aléatoirement. Et il y a lui là, qui passe une très mauvaise soirée. Ou une excellente soirée. Il a tout de même une bonne nouvelle pour notre vision intrépide, puisque dans le bar, il va reconnaître une tête bien connue. C'est cet homme-là qui va tenir la bande-son du film à lui tout seul. Ce gars-là, c'est Cody. Il est joué par Jeffrey Halley, qui joue un peu son propre rôle, c'est-à-dire un petit blanc aveugle qui vous sort un blues à faire twerker les sudistes. Bref, toujours est-il qu'après ces retrouvailles, la nouvelle plus belle coupe mulet de tout le Texas va en profiter pour briefer les employés sur des légers points de réorganisation. Morgan, t'es viré. Tu te fous de ma gueule, ma parole. T'as pas le profil de l'emploi. Toi aussi, t'es viré. Ici, on vend de l'alcool, pas de la canne. Ah ouais, faut filer droit avec lui, ça c'est clair. Ouais, enfin, on oublie les détails comme préavis de rupture de contrat, ça se passerait pas du tout comme ça. Ça se passe aux States, admettons. Le lendemain, la situation dégénère, parce qu'il y a lui là qu'on va appeler Thomas Miko, qui veut absolument que sa copine danse sur la table. Ce qui est, si j'en crois des éons de visionnage de Zap de Spion, de NT1 ou de Vidéogag pour les plus vieux, une bien mauvaise idée. Les hommes de notre manager prennent leur mission à cœur maintenant et ils vont essayer de désamorcer la situation. Mais Thomas Miko ne se laisse pas faire et il avait sur lui, non pas un bâton, mais un couteau. Mais heureusement, il est là. On pourrait se dire que la table a été prédécoupée. Mais non, si tu regardes image par image, le gars se fait péter la gueule. En fait, pourquoi préparer une table et la prédécouper quand un cascadeur accepte de se faire maroufler le visage à coups de stratifié? Il doit certainement faire du karaté, Thomas Miko. Oui, où la table était en mousse. D'ailleurs, Cody en profite pour discrètement un peu célébrer la victoire de son ami. Il s'appelle Dalton. C'est au tour de McGurn d'être licencié, parce que Dalton a vu son petit manège. J'ai vu ton petit manège. Pour 10 bières à la pression que tu sers, t'en encaisses 9 et le fric de la 10e va dans ta poche. Et alors?
Ça sera ton indemnité de licenciement. Prends la porte. Je voudrais vous entendre le dire. Regarde, ça c'est bon. En fait, on a vu sur le plan large comment ils sont placés. Et c'est pour ça que quand on a la tête de Frank Tigman, on voit qu'il fait comme ça. Parce qu'il est en train de regarder Dalton. Et il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, on fait pas un contre-champ. On sait qu'il est là, Dalton, on l'a vu avant. Et en fait, on sait qu'il doit donner du courage parce que cet acte de virer le barman ne sera pas sans conséquence. En effet, puisque McGurn n'est autre que le neveu de l'antagoniste de cette histoire. Ding dong, a lang, a lang, a lang. Boom, bada. Ouais, le bad guy c'est lui. C'est un mec blindé qui revient de supérette en hélicoptère. Il en profite d'ailleurs pour faire peur aux chevaux de Emmett. Non, pas celui-là. Un humble fermier au tempérament... Je me dire, monsieur, c'est comme mettre un ascenseur dans une pissotière. Ça ne colle pas. Sincère. Donc ce gars, Wesley, il a le contrôle sur toute la ville. Tout lui appartient en fait. À part peut-être le garage de Red Webster, qui est joué par Red Webster. J'adore ce film. Et d'ailleurs, Dalton se rend chez Red Webster, puisque c'est là-bas qu'il va acheter son pare-brise pour sa voiture. Brad Wesley. Leurs regards vont se croiser. Dalton. Mais Wesley n'est pas venu tout seul, il est venu aussi avec Jimmy. Et lui aussi, il va regarder avec beaucoup d'intensité, Dalton. Un peu comme un chien de garde qui... garde. Waouh, t'as vraiment un don pour la parlotte. Ouais. Ce soir-là, McGurn revient. Double Deuce. Parce qu'il veut récupérer son poste. Et en fait, il a des arguments d'autorité puisque... Monsieur Tigman est peut-être le patron de ce bar, mais le whisky qu'on y sert, lui est aussi vendu directement par Brad Wesley. Le méchant, il s'appelle Brad. Brad est nul autre que le mal incarné. Oh non, je me contenterai pas de ce genre d'explication. Mais on discute pas les genres de Dalton. Et c'est une nouvelle baston et... Oh mon Dieu! Mais Tinker, j'avais pas fait le lien, mais c'est lui! Mais oui, c'est vrai que c'est lui! Ah, c'est bon ça, j'aime bien, c'est bien! Et alors? Mais ça change toute la scène! Waouh! Toujours est-il que Dalton est blessé, et assez sérieusement. Il va donc se rendre à l'hôpital, comme quelqu'un de sensé. Là-bas, il va rencontrer le personnage du Doc. Non, toujours pas. Mais qui va nous permettre, par un dialogue bien ficelé, d'en apprendre plus sur le personnage de Dalton. Par exemple, il a toujours son dossier médical sur lui. Tu vois, toi t'es toujours pointueux, et ben il a son dossier médical sur lui. Admettons. Bref. Et qu'il est aussi diplômé d'université de philosophie. On s'en fout. Pendant ce temps, Brad, lui aussi, il sait parler à ses hommes. On a du mal à se comprendre. C'est sale et ça fait des ans. Ça, c'est ce que j'appelle régner par la peur. Dalton semble bien qu'il se trame quelque chose, et que ça le dépasse un peu. Alors il décide d'appeler son pote, Wade Garrett, un autre philosophe. Tu l'as dit, Bouffi. Tu te rappelles le proverbe 100 milliards de mouches peuvent pas se bourrer, il faut bouffer de la Il est merde. trop cool, lui. Ce soir-là, c'est plutôt calme. Double Deuce. Il y a Jimmy qui en profite quand même pour marquer son territoire et dire à Dalton de rester tranquille. Tu laisses tranquille. Et à ce moment-là, il y a Jack qui invoque une phrase surpuissante C'est tranquille ce soir. qui ne pouvait pas laisser l'intrigue sans bagarre. Définitivement, la force ne marche pas avec Dalton, donc Brad. décide de le convoquer chez lui. Encore une fois, c'est bon ça. De what? Non, pas de battre une femme, je parlais de la réalisation. Pas de dialogue superflu, il y a juste 3 plans. 1, 2, 3, et on a compris toute la scène. Elle se fait certainement battre, et la culpabilité de Dalton qui a pas su le voir dès le début qu'en fait c'était une femme en danger. Et le troisième plan? Témoin de son époque. Combien je devrais allonger pour que tu viennes bosser pour moi? C'est pas une question de pognon. Je veux $5000 d'entrée de jeu plus 500 par nuit, cash. Le lendemain,
Alors qu'un camion arrive enfin pour livrer du whisky, les hommes de Brad n'entendent pas de ses oreilles. Et comme les coups de Dalton ne semblent pas pouvoir les raisonner, peut-être qu'un peu de poésie leur fera entendre raison. Veux te battre, eunuque. Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. Non mais je vois bien que vous deux vous avez l'air contents, mais juste en fait faut appeler la police quand ça se passe ça. Après cette nouvelle victoire, Wade, Dalton et le doc, Elizabeth, en profitent pour faire un peu la fête. Mais malheureusement, dans la poussière que la Harley de Wade a secouée, est remonté le doux fumé de la culpabilité du passé. On apprend que les rumeurs au sujet de Dalton sont fondées. Tu sais qu'il a tué un type? Ah, je te jure, il lui a tranché la gorge. Wade tente de soulager un peu le poids de son ami. Il lui dit... Le choix était clair. Tu claquais ou tu tuais cette putain d'ordure. Pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Le garage de Red est en feu. Dalton court vers la supérette, mais boum! Rassurez-vous, Red is not dead. Dalton est fou de rage! Et en plus de ça, Brad en a profité pour revenir au Double Deuce. et pour y mettre le boxon. Mais c'est une maison respectable ici, et Dalton lui fait remarquer. Si vous venez avec une chienne, il faut la tenir en laisse. Ah, ça y est, ça c'est la grande scène de Jim, parce que, comme... Et surtout, il va pouvoir nous montrer que tous ces cours de GRS n'ont pas servi à rien. Brad met fin à tout ça by the American way. Ce qui nous prouve encore une fois que ce film se passe dans une dystopie où il n'y a pas de force de police. Bon, ça se passe sûrement au Texas. Je suis pas sûr, mais avec ça, je pense que ça se passe au Texas. Dalton, tu connais la dernière? Wesley est en train de se payer une voiture neuve. T'as rompu ton contrat, Strodenmayer. Appeler la police? C'est ma ville. On est dans les années 80, le personnage est excédé, c'est le moment de s'entraîner, torse nu, avec une planche. Wade, son ami de toujours, le rejoint dans la grange et lui dit qu'il est peut-être temps de lâcher l'affaire. À quoi ça te sert? Arrête de me faire la morale! C'est au tour d'Elizabeth d'essayer de le convaincre. Des Wesley, j'en ai rencontré beaucoup. Ces mecs-là n'ont pas de secret pour moi. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça? À qui ça va servir? Aux habitants de cette ville? Ça m'étonnerait. Boum! Ça brûle chez Emmett. Dalton fait du parcours, il court chez Emmett et défonce la porte à coups de pied alors que la maison est en feu, ce qui, je crois, être une très mauvaise idée. Emmett! Il sauve le vieux barbu en pyjama comme dans Lucky Luke et aperçoit au moins le crimier qui s'enfuit en moto avec un petit rire sardonique. Deuxième combat entre les deux coqs de combat. Jimmy va enfin pouvoir se faire ce prétentieux de Dalton. On va enfin pouvoir comprendre pourquoi il se dévisageait comme ça depuis le début. Les gars comme toi, je les son filet en prison. Je vais te crever comme au bon vieux temps. Dalton l'emporte et célèbre sa victoire très sobrement. Oui, il a quasi dit ça. C'est comme s'il avait dit ça. Cette nouvelle mort change tout pour notre héros. Il se dit que son ami Wade a peut-être raison, il est temps de partir d'ici. Il va le retrouver au bar, mais il s'est déjà fait copieusement casser la gueule. Dalton a juste le temps de passer le chercher le doc, Elizabeth. Il y va, mais Elizabeth définitivement ne remplira pas le rôle de la pauvre femme à protéger. Ce mec est cinglé. Et toi aussi. Dalton ravale sa fierté mal placée et retourne chercher le chasseur de craboïdes. Mais il a été crocodile Dundee. Wade, tu te réveilles, oui ou merde? J'avais dit une bière, ivrogne. C'est lui qui a perdu. Ah, ça aussi c'est bon ça. Regarde comme il retire le couteau. C'est pas comme s'il retirait le couteau dans du beurre. Non, il le retire du corps de son pote. Et ça a pas l'air facile à retirer. Autant psychologiquement que physiquement. Non, parce qu'une fois j'ai coincé un couteau dans une carcasse que j'ai laissée au frigo. Croyez-moi bien qu'il fallait y aller. Bah je t'interromps plus, vas-y. Dans un ultime accès de rage, Dalton décide d'en finir avec Wesley. Il utilise sa voiture De fonction. comme un bélier. Et il se bat un à un contre tous les hommes de main de Wesley. Il se bat contre le boss. Wesley snipe Dalton avec une sagaie, mais il le loupe.
D'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas de trucage, là. Un technicien aurait pu buter Patrick Swayze sur cette scène. Je trouve ça incroyable. Dalton prend le dessus, littéralement. Et il décide de ne pas rajouter ce Richard à sa kill list. Webster, Digman, Stattenmeyer décident de jouer au morpion sur le corps de Brad. Ici, c'est notre ville. Tu n'y feras plus jamais la loi. Et gagnent tous la partie, j'imagine. La police arrive. Enfin! Tinker retourne ses bretelles. Je me suis pris un ours blanc sur la gueule. Rire étouffé à la fin de Scooby-Doo. Plan dans l'eau à plusieurs niveaux de compréhension. Du fucking blues. Fin. J'adore ce film, pour plein de raisons. On croit aux bagarres. Il y a une galaxie de détails à chaque visionnage, j'en vois d'autres. Le duo gentil-méchant est juste parfaitement maîtrisé. Et si vous croyez que vous avez vu juste un film où un videur casse des gueules, pas du tout. C'est plein de messages super importants en fait. Dalton et Wesley sont similaires. Tous les deux ont des hommes à gérer, tous les deux viennent d'ailleurs et veulent instaurer leurs règles. Ils ont tous les deux ce regard détaché de la réalité, comme si tout ça n'était qu'un jeu. Et ils ont des rares sourires qui semblent teintés d'acidité et d'une extrême mélancolie. Dalton est l'outsider qui veut remettre en ordre cette ville. Wesley est l'homme qui a fait prospérer cette ville. Il est possible que ce salopard de petit chef qui règne par la peur et la violence retrouve un miroir à peine déformé dans le visage de ce jeune fou, prêt à tuer pour l'honneur. En fait, il me faut penser à cet homme dont parle Harvey Dent dans Batman. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Les deux sont les faces d'une même pièce. Alors, vous avez pensé quoi? Regardable, mais il y a beaucoup trop d'erreurs. Regarde, l'apparition derrière le bison. Ah bah il est où Patrick Swayze? Ah bah il est là. C'est impossible, il s'est caché où? Dans le bison? Bah c'est le cas, je veux qu'on me montre que le bison puisse s'ouvrir. La cascade du barman, elle est ridicule. C'est vraiment genre, je me cramponne à la rambarde et je saute. Ah, mon torse en carton. L'aviez-vous remarqué? J'avais un torse en carton pendant tout le film. Non, c'est juste mal fait. Le jeu de Patrick Swayze quand il est fatigué, mais il se passe quoi là? Il est fatigué du combat ou il est dans une scène un peu plus intime? Ouais, là, c'est ce freeze là avec ses... Oh mon dieu, on a tué quelqu'un. Ils viennent de buter un mec, justement, ça devrait pas être joué comme ça. Ça rend tout le film ridicule en fait. Et comment un videur peut être connu dans tout un pays, bordel? Même les États-Unis. Ils auraient pu commencer le film par Dalton fait du stop, il arrive quelque part et c'est le bordel. Et ça marchait tout aussi bien. Pourquoi ils nous ont fait croire qu'il était connu absolument partout? C'est impossible. Parce que les videurs, c'est pas connu. Donne-moi un nom de videur. Ouais, bah lui il est de ta famille, sinon t'en connais pas. Gna, faut tout disséquer avec toi, c'est chiant. Toi, t'en as pensé quoi? Moi? Ah moi j'ai adoré. Il est costaud, mais c'est pas un monstre. Et il s'en fout de ce qu'on pense de lui. Sa copine, elle est plus intelligente que lui, et elle arrive à calmer le feu de la violence qu'il y a en lui. Et il y a plein de détails qui sont trop cool. Quand il s'entraîne, par exemple, il y a encore les straps sur ses côtes de sa blessure qu'il avait eue au début du film. Et je suis sûr que c'est une scène qu'ils ont filmée peut-être des mois avant ou des mois après, mais ils ont pensé à ce détail, et c'est ça qui est trop cool. Le couteau dans Wade, c'est incroyable, mais regardez le bad guy là, il a son étui à couteau qui est vide, et en fait, c'est grâce, on sait du coup que c'est ce couteau-là qui a tué son pote, et qui sert à tuer l'autre gars. C'est génial. Tinker, regardez, il se réveille pendant la scène, et ça je trouve ça trop bien, parce que dans les films, on a trop tendance à tout découper, à tout raconter comme une pièce de théâtre, alors que dans la vraie vie, les choses se passent un peu en même temps en vrai. Du coup, c'est cool qu'il se réveille, on met pas une caméra sur lui juste pour montrer ça, ça se passe en même temps, on perd pas de temps, et c'est cool, on y croit encore. Ah oui, et surtout les musiques. Les musiques, elles m'ont donné envie de tout le film d'ouvrir un bar clandestin dans ma cave avec un billard. Mais j'ai pas de cave. Et puis les messages du film sont vraiment trop cool. L'union fait la force. Le petit peut battre le grand, y a pas de sommité tant que t'es heureux dans ce que tu fais, et surtout la justice a ses limites qui ne sert pas forcément le bien commun. Ah oui, et surtout... Même l'homme le plus costaud du monde peut plus tenir debout si on lui broie le genou.